Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Mali. Goïta nationalise le processus de paix et de réconciliation. Dans son discours de fin d'année adressé aux Maliens ce dimanche 31 décembre, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est revenu sur un certain nombre de choses, parmi lesquelles l'accord de paix et de réconciliation. On sait que cet accord signé depuis 2015 sous l'égide de l'Algérie a du plomb dans l'aile, surtout ces dernières années, avec les dispositions que prennent les autorités de la transition au Mali et la position des signataires de cet accord-là. Assimi Goïta veut nationaliser donc cet accord. Un organe est créé pour initier un nouvel accord de réconciliation et de paix entre les Maliens. Ce ne sera plus sous l'égide d'un autre pays comme l'Algérie, mais ce sera une instance malienne pour un accord entre Maliens. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le président Assimi Goïta. Ainsi, on dirait qu'on est en train de signer l'acte de décès officiel de l'accord d'Alger, l'accord de paix d'Alger signé en 2015, et qu'on aura peut-être un accord de paix de Bamako ou du Mali de façon générale, Credo. Oui, est-ce qu'on parlerait de décès de l'accord d'Alger? Mais moi, je parlerais beaucoup plus d'une messe de requiem. D'une messe de requiem, parce que l'accord d'Alger n'avait pas, avec l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir, ça avait du plomb dans l'aile, parce que les conditions, les termes et pour le pouvoir de transition au Mali, donc il n'est pas de bon aloi que de l'extérieur qu'on puisse diriger le débat sociopolitique à Bamako. Donc ça, c'est une décision assez responsable qu'il a prise lors de son adresse à la nation en parlant de domicilier le processus de paix et de réconciliation. Donc ça, c'est son langage. Et si vous suivez ou bien si vous avez suivi son discours, donc il a été clair. Donc il y a uniquement la thématique de la paix et de la sécurité qui sera beaucoup plus prise en compte par ce comité de pilotage pour essayer de fédérer les esprits pour arriver, disons, à un accord qui reflètera les aspirations réelles aussi bien de la classe politique malienne que des populations. Mais il y a également un point qui ne voudrait pas voir débattre au sein de ce comité de processus de paix et de réconciliation, c'est l'unicité du pays, la question de la laïcité et la question de la laïcité de l'État et puis de l'intégrité du territoire. Donc, c'est une manière de dire que vous avez un canevas. Là où nous sommes, disons, l'intitulé est assez clair, donc on doit viser à rassembler tous les outils pour parvenir à un processus à la réconciliation et à la paix. Donc on ne va pas perdre du temps sur les questions de l'intégrité, sur les questions de la laïcité de l'État. Il faut aller droit au but parce que réfléchissez avec nous dans quel cadre nous pouvons matérialiser, disons, ce processus de paix et de réconciliation au Mali entre les fils maliens. Donc ça, je pense que le président Assimi Goïta a vu juste. Il a osé. Il sera certes incompris, mais je crois que lorsqu'on donne une mission à un comité, donc c'est qu'on explique, disons, la lettre de mission. La lettre de mission, elle est assez claire dans le cas malien aujourd'hui. Donc c'est encore l'audace qui a été prouvée par Assimi Goïta pour s'affranchir des pesanteurs extérieures. Alors, Rodrigue Aego, un accord de paix qui sera peut-être signé à Bamako ou dans d'autres villes du Mali, mais ce sera un accord national puisque ce ne sera plus sous l'égide d'un autre pays, comme on l'a vu en 2015, sous l'égide de l'Algérie, qui a conduit normalement cet accord, qui depuis un certain moment, on le dit, a du plomb dans l'aile. Mais moi, je ne parlerai pas d'accord. Je pense qu'il faudra trouver un autre nom ou une autre dénomination à ce qui pourra être obtenu après ce dialogue qui va aborder un point crucial ou qui vise un objectif unique. Gommer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Et je peux aussi comprendre pourquoi le colonel Assimi Goïta ne voudrait pas qu'on pose sur la table de négociation des préalables qui se rattacheraient
à l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire. Et ces questions, normalement, sont prises en compte dans la nouvelle Constitution. Ces questions sont prises en compte dans la nouvelle Constitution. Ouais. Vous savez que quand on prend l'accord d'Alger, c'était beaucoup plus une histoire de partage du territoire. Vous avez des signataires qui se réclament ou qui voudraient bien une certaine autonomie de l'Azawad. Vous avez d'autres qui voudraient bien aussi avoir une portion du pays. Et vous allez comprendre qu'en venant, si on reprend les premiers mots d'Assimi Goïta au Lando, ou juste quelques instants après le coup d'État qui l'a conduit au pouvoir, vous comprendrez que c'était beaucoup plus dans l'optique de recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. C'était beaucoup plus, il s'est donné les outils en allant jusqu'à mettre fin à des contrats de partenariat, notamment qui expliquaient la présence de la MINUSMA dans le pays. Donc, après la fin de ce contrat, vous avez vu les assauts répétés qui ont permis de briser la frontière qui ne dit pas son nom, qui existait entre le nord du Mali, Kidal, et les autres parties du pays, qui faisaient donc de Kidal un pays qui ne dit pas son nom. Et vous avez la position aussi de la MINUSMA qui était beaucoup plus une sorte de frontière tracée que les militaires ne pouvaient pas franchir. Et donc avec cela, vous avez vu que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour Assimi Goïta et ses hommes de briser ou de gommer cette frontière-là et de faire de Kidal un territoire intégré au Mali, pas intégré, afin de retrouver Kidal comme territoire ou comme terre appartenant au Mali. Et donc, si aujourd'hui on appelle à un dialogue et qu'on permet que les gens viennent avec des agendas qui se rattachent encore à une certaine demande d'autonomie ou une certaine demande d'occupation territoriale, ou parler d'une sorte, je dirais, de reconnaissance que bon, il y a des autorités pour cette partie-là et ils doivent décider de comment gérer leurs affaires, etc., etc., etc. Je pense que c'est ce que Assimi Goïta veut éviter, en disant clairement que pour ce dialogue, on va plutôt mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir gommer, éradiquer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Maintenant, est-ce que cet appel sera entendu? C'est la grande question. Parce que quand on lit bien dans les faits et gestes, on comprend qu'il y a des mains extérieures qui manipulent certains porteurs d'armes. On les rattache, il y en a qui sont rattachés à ACMI, il y a le MNLA, il y a également... l'IGS, ils sont pleins, qui se retrouvent dans des revendications qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. C'est-à-dire, ils portent les armes, ils tirent sur les populations, ils commettent des gaffes un peu partout, ils assassinent, ils tuent, ils déciment les villages, sans savoir le but précis de leurs actes. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de revendication précise. Et leur simple revendication, c'est quand ils frappent par exemple un village, qu'ils disent que ça porte notre griffe ou qu'ils reconnaissent leur signature. Et donc ça, ce ne sont pas des faits qui peuvent permettre au Mali d'être dans la logique d'une bataille qui a pour but de mettre fin définitivement à l'hégémonie de ces porteurs d'armes-là, à leur pouvoir sur des parties du pays. Et il va falloir, à mon avis, identifier, je pense que ça a été fait à Kidal, quand ils sont arrivés à Kidal, les gouverneurs de Kidal ont été fixés sur le sort qui est réservé finalement à tout ça, qui se rattache, ce n'est plus une administration à part comme ce fut le cas il y a quelques mois. Et donc c'est Assimi Goïta qui est le président jusque dans Kidal, etc. Ce n'est plus comme avant. Donc il va falloir maintenant, au-delà de cette considération, il y a forcément des points de résistance. Il faut identifier les porteurs de ces points de résistance et voir par quelle alchimie il peut les associer ou les attirer vers la table de dialogue, parce qu'il a parlé de dialogue sincère, de dialogue franc. Parce que quand il s'agit d'éradiquer les racines des
conflits communautaires et intercommunautaires, ça voudra dire qu'il y a des vérités à se dire, y compris celles qui peuvent blesser. Mais au même moment, il faudra que les uns et les autres soient aptes à accepter les propositions ou les pistes de solutions qui seront dégagées pour que le Mali devienne un pays unique, solidaire, qui mette ses énergies ensemble pour œuvrer au bien-être de tous les Maliens. Prosper Aboklou, Assimi Goïta, dont ses vœux à la nation malienne ce dimanche 31 décembre, évoque de futurs accords ou bien un nouveau processus de réconciliation et de paix au Mali, un processus qui sera national et qui ne sera plus sous l'égide d'un pays étranger, comme on l'avait vu en 2015 sous l'égide de l'Algérie. Oui, vous savez, le froid qui s'est installé entre les deux pays a ramené un tout petit peu Assimi Goïta au devant de la scène. Vous vous rappelez de l'incident diplomatique qui est né donc de l'invitation de l'imam Diko et d'une partie donc des Touaregs de la Zawad qui sont partis rencontrer le pouvoir algérien, Tebboune lui-même, sans avertir le pouvoir malien. Cela a émis, a obligé à créer cet incident diplomatique avec le rappel des ambassadeurs et l'accord. Donc je crois que l'accord d'Alger qui prévoyait à ce que ces Touaregs qui sont les peuples proches, qui partagent les mêmes frontières avec l'Algérie, ces Touaregs avaient une certaine entrée facile parce qu'ils étaient payés, indemnisés pour pouvoir diviser donc le Mali en portions. Ce que quand Goïta est arrivé, il a parlé donc de l'unicité, de la laïcité et de l'intégrité territoriale. Et ça, je crois quand même on est sur la bonne voie parce que Kidal a été récupéré. Maintenant, pour consolider tout cela, il fallait donc remettre tout entre les mains donc du pouvoir malien qui puisse avoir la même mise sur tous les consentements qu'ils peuvent avoir dans le pays. Et comme Credo vient de le dire tout de suite, on ne peut pas aller négocier une paix à l'extérieur. Et vous avez vu en 2015, quand ça s'est dit, on a du mal à interpréter les choses. Alors, il disait dans son discours, nous sommes à une étape charnière de l'avancée de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. Cela ne peut se faire que dans un entendement national. Parce que déjà, comme l'accord qui avait été signé en 2015, c'était une négociation à l'extérieur, ça permet aujourd'hui à une partie donc des parties prenantes de cet accord de faire ce qu'il en veut par rapport donc à cet accord-là. Or, pour le gouvernement malien, il faut une unicité du pays, que les Maliens parlent de la même voix. Donc cela veut dire tout simplement que la solution ne peut qu'être interne. On ne peut plus aller marchander cette façon de faire à l'extérieur est devenu l'imposer. Chacun doit se sentir malien. C'est pourquoi il parle donc de la nationalisation donc de ce processus-là. Et je crois quand même que il est en tout dans la refondation. C'est ce qu'il a appelé la refondation quand le gouvernement là est arrivé. Donc cette refondation-là impose à ce que tout se fasse, la compréhension existe entre les Maliens. Et si tel est le cas, je crois quand même qu'il est sur la bonne voie. Il revient maintenant aux Maliens de comprendre, comme on appelle, la portée de cette idéologie-là pour pouvoir l'inclure dans leur habitude. Et quand vous voyez, la dernière fois, dans comme on appelle le procès, le contenu de la nouvelle constitution qui a été proposé, les langues nationales maliennes sont considérées comme les premières langues. Et le français est devenu la langue de travail. Vous voyez à peu près. Donc, la culture d'un peuple se dessine par sa langue. Et si les Maliens ne peuvent que négocier dans une langue étrangère ce qui doit être leur propriété, je crois quand même qu'on a un déphasage par rapport à cela. Donc, pour le moins qu'on puisse dire, la refondation est en marche et Assimi Goïta tient à cela. Maintenant, Rodrigue l'a dit, il revient aux Maliens de comprendre cela et de pouvoir s'investir énormément pour que
cet idéal-là soit respecté. Un processus de paix qui sera peut-être aux antipodes de celui d'Alger, puisqu'aujourd'hui le Mali est en position de force. On sait que à la signature de l'accord d'Alger, l'État malien à l'époque n'était pas en position de force et donc était obligé quand même de signer un certain accord et de concéder certaines choses. Aujourd'hui, le pays essaie quand même de retrouver certaines portions de son territoire qui ont été sous le contrôle de ces mouvements séparatistes. Est-ce qu'on aura carrément un autre accord, un processus carrément aux antipodes de celui d'Alger? Oui, moi je crois que avec le travail de ce comité de pilotage, donc il y aura un accord, disons national, où tous les acteurs impliqués dans le développement du pays vont s'entendre sur l'essentiel. Donc l'accord d'Alger n'a plus sa raison d'être. Prosper l'a dit, du moment où il y a une brouille diplomatique entre l'Algérie et le Mali, et avec le rappel des ambassadeurs, donc on voit mal le Mali invoquer encore cet accord d'Alger, du moment où les premiers responsables de ces deux pays ne pourront plus évoluer ensemble pour trouver des solutions. Donc là, je crois que c'est une prise de responsabilité de Assimi Goïta. Donc il faut non seulement le féliciter, mais l'encourager afin que les bonnes intentions soient matérialisées et que les Maliens s'asseyent et qu'ils trouvent des terrains d'entente pour essayer de non seulement de faire prospérer le pays, mais de faire en sorte que les Maliens soient fiers d'eux et que les Maliens retrouvent, disons, leur lettre de noblesse. Oui, ce qu'il faut, pour moi, c'est clair, Assimi Goïta est clair et il sait, pour moi, il sait ce qu'il cherche. Il dit la lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il n'a pas envie qu'on parle d'unicité, de laïcité pour dire que tel est chrétien, tel est musulman. Il veut pas, non, il veut que les Maliens se parlent entre eux et lui, il reste dans son objectif. Parce qu'il refuse d'ouvrir la boîte à Pandore pour que des preneurs d'armes, des porteurs d'armes viennent dire « nous voulons l'autonomie de l'Azawad » et que d'autres viennent réclamer une autre portion, etc., etc. Oui, mais là, quand il parle de lutter contre le terrorisme dans son ensemble, on sait que depuis un moment, pour la transition au Mali, quand on parle de terrorisme, il y a et les signataires de l'accord d'Alger, c'est-à-dire les ex-rebelles, et ce que nous appelons terroristes et les djihadistes. On met tout ça là dans les vocables terroristes. Est-ce que ça déjà ne crée pas un problème pour ce dialogue, cette réconciliation en vue? Non, si tu permets, donc je voudrais aller pour donner après le flambeau à Rodrigue. Parce qu'il a parlé, il a donné une partie de la citation de Assimi Goïta, mais il est allé loin. Assimi Goïta dit, sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé de porter atteinte à leur terre et surtout à la vie des populations. Donc ça, c'est un point aussi très important. Donc c'est dire que la lutte contre les groupes terroristes ne sera pas effrénée. Donc il y aura toujours cette dynamique et les populations maliennes seront beaucoup plus protégées, non seulement par le pouvoir de transition, mais par cet accord, ça va redonner vie et ça va donner de la valeur aux populations maliennes. Donc je crois que c'est une vision assez noble que Assimi Goïta a pour son pays, parce que on le disait, mais il faudrait à un certain moment que nos États s'affranchissent, ou bien qu'ils arrivent à s'affranchir, sinon, s'ils ont, disons, cette propension à savoir oser, je dis bien savoir oser, ils peuvent contribuer au bien-être de leur population. Et c'est sur ce chemin que se retrouve aujourd'hui Assimi Goïta. Et quelle sera la réaction de ces groupes-là, comme je le disais, qu'on traite aujourd'hui de terroristes? Non, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, lorsque Assimi Goïta touche la balle, on peut considérer ça comme une passe. Et s'il s'agit d'une passe, il faut d'abord amortir la balle, apprécier la pression avec laquelle la passe a été adressée et voir quelle doit être la réaction. Est-ce que ça va être dans la réciprocité ou est-ce qu'on va chercher un autre partenaire à qui adresser une passe? L'essentiel, c'est qu'au finish, il y ait un but. Et le but ici est déjà clair, c'est que les Maliens et les Maliennes se parlent entre eux. C'est un peu comme nous disons en Afrique, le linge sale se lave en famille. Et en refusant,
ce n'est pas forcément la meilleure des formules. Hein. Tu sais, des fois aussi, le voisin peut être appelé à venir apporter sa pierre pour pacifier la maison si la division a atteint un niveau donné. Maintenant, je ne sais pas si Assimi Goïta est sûr que tous les ingrédients sont réunis pour que tout le monde puisse participer à ce rendez-vous. Mais à ce niveau, je pense qu'il va falloir essayer de mettre une distinction entre ou une différence entre ceux qui sont des forces considérées comme des forces venues de l'extérieur pour apporter la terreur dans le pays. Qui sont les terroristes. Et ceux qui sont, parce que c'est en cela je mets l'accent sur le fait qu'il ait parlé de conflits communautaires et intercommunautaires. Oui. Parce que à un moment donné, certains ont dû aussi avoir recours à des armes pour se régler les conflits par entre quels eux. moyens ils ont pu s'en procurer, mais ils ont eu recours à ces armes pour aussi porter leurs revendications. Donc avec l'allure actuelle d'Assimi Goïta et ces hommes qui veulent balayer toute force de port d'armes en dehors des forces armées maliennes, je pense que chacun doit aussi comprendre le message. Il s'agit ici de la cohésion sociale. Et c'est une chance, à mon avis, qui est donnée. Et ici, les discussions doivent tourner autour de sujets tabous. Je pense que ça peut peut-être amener certains à être réservés. Mais est-ce qu'en étant réservé, est-ce que le but sera atteint? Je ne pense pas. Ce qu'il faut faire, à mon avis, avec Assimi Goïta, dans son chronogramme, on a l'impression qu'il est pressé. Parce que peut-être il se dit que d'ici février, en attendant d'avoir le rapport du comité qui sera mis en place, qui disposera d'un mois pour faire ce travail, il aura fini de balayer le territoire, d'éradiquer les porteurs d'armes pour mettre des conditions sécuritaires qui vont permettre aux Maliennes et Maliens de se parler. Maintenant, et ça voudra dire quelque part qu'il est prêt, lorsqu'il prendra aussi le rapport, de mettre en œuvre tout ce qui sera contenu dans ce rapport. On sait que la création d'une minorité dangereuse dans nos pays, aux côtés d'une minorité dangereuse qui s'enrichit, qui a l'expertise dans les détournements de fonds publics, dans la surfacturation, dans le pillage systématique des ressources du pays, et d'une majorité très pauvre qu'on continue d'appauvrir. Ça aussi, c'est l'une des racines des conflits intercommunautaires, parce que vous avez peut-être dans ce quartier des puits forages. Vous parlez toujours du Mali? Oui, vous avez des puits forages dans ce quartier qui permettent aux populations d'avoir de l'eau potable, alors que de l'autre côté, par exemple, les gens cherchent l'eau, c'est devenu une denrée rare, ils n'en ont pas. Je pense qu'il faudra, parce que quand vous retournez vers les premières déclarations d'Assimi Goïta dès son arrivée, vous comprenez que lui-même, il avait déjà parlé de ces différences-là qui étaient un peu un lit à ces conflits intercommunautaires et communautaires. Donc, avec le dialogue, je pense qu'il sera apte à mettre tout en œuvre, et peut-être un appel qu'on va lui lancer, d'aller davantage à des explications, d'utiliser l'art de convaincre les autres qui seraient indécis pour qu'ils comprennent que tout tournera à l'avantage des peuples maliens. Alors, Prosper Agboklou, l'accord ou bien le processus de paix et de réconciliation tel qu'annoncé par Assimi Goïta sera carrément autre chose que ce qu'on avait déjà vu en 2015 sous l'égide de l'Algérie, on a l'impression. Oui, vous savez, je voudrais aller dans le même sens pour dire que, vous savez, ces terroristes qui étaient en déphasage par rapport à l'intégrité, à la notion d'intégrité, de laïcité, tout ça là, qui brandissait plutôt l'hégémonie, enfin l'idéologie religieuse et autres là, étaient sponsorisés de l'extérieur. Et aujourd'hui, vous avez, la MINUSMA n'est plus. La MINUSMA servait plus de pont, de canons, de transmission, donc d'un certain nombre donc d'armes et autres là à ces gens-là. Est-ce que quelque part aussi faire ce genre de déclaration, Prosper Agboklou, non, c'est clair, n'est-ce pas exagéré? Non, parce que nos pays aussi ont contribué à cette MINUSMA. Vous pensez que le Togo a peut-être ravitaillé en armes les porteurs d'armes au Mali? Vous pensez effectivement cela? Non, est-ce que le Togo aussi faisait partie de la MINUSMA? Oui, les faits sont là. Ce n'est pas forcément le Togo.
Togo qui dirige, comme on appelle nos militaires qui étaient l'amunissement. Les faits sont commandés de l'extérieur. Et quand l'amunissement est mais parti... ceux qui sont sur le terrain, c'est pas forcément... Mais il y a toujours des éminences grises par lesquelles on passe pour pouvoir asseoir un certain nombre de choses. Vous voyez, quand l'amusement est parti, elle a livré ses camps à qui? C'est ces groupes armés qui viennent occuper. Ils ont pris les chars, les armes de l'amunissement. Ils sont venus occuper, comme vous l'avez bien dit. Oui. Ils sont venus les occuper. Les occuper, vous voyez à peu près. La même chose. Voilà, non, les occuper avec tout ce qui leur appartient. Guillaume, quand je prends, je dirais tout simplement, je viens occuper ta maison par la force des choses, c'est peut-être que je prendrai l'eau qui est là, je la boirai. Tout ce qui t'appartient, ta télé, je l'ouvrirai pour voir. Donc je crois que il y a ce marché de dupes qui existait déjà. Donc Assimi Goïta, en chassant l'amusement et en récupérant Kidal, s'est dit que c'est une opportunité. C'est pourquoi quand Rodi disait tout à l'heure qu'il était un peu pressé, je suis d'accord avec lui. Et il faut battre le fer quand il est chaud. Et c'est ce qu'il a voulu faire immédiatement pour le faire. Et vous savez, pour terminer... J'avais une question avant que vous ne terminiez. Oui. Puisqu'il dit que cette réconciliation n'exclut pas la lutte contre les groupes terroristes qui sont toujours au Mali. Oui. J'ai une inquiétude parce que depuis un moment, quand on suit les discours des autorités de la transition au Mali, quand ils parlent de groupes terroristes, ils mettent les djihadistes, les terroristes et les ex-rebelles là-dedans. Est-ce que c'est ce même contenu qu'on met dans terroristes dans ce discours? Et si c'est le cas, alors est-ce qu'il y a encore besoin de dialoguer puisque ces gens-là seront nettoyés, comme vous le dites? Est-ce qu'il y a encore besoin de discuter avec eux? Parce que c'est les gens, ceux qui ont signé l'accord de paix, à la base, on les appelait les ex-rebelles. C'était des rebelles avant l'accord de paix. Ceux qui ont accepté, signé l'accord et déposé les hommes, on les appelait les ex-rebelles. Mais finalement, le vocable actuel, c'est terroriste dans lequel on les met tous ensemble. Oui. Est-ce que c'est le même vocable qui est valable pour ce discours ou bien là, il faut distinguer les choses? Non, je pense que Assimi Goïta est resté dans une logique donnée. C'est-à-dire que le pouvoir a toutes les garanties, les armes, c'est à elle, à lui seulement, qu'il revient comment on appelle, de mettre en place toutes les structures permettant d'arriver à la paix. Celui qui ne veut pas faire partir de cette stratégie est considéré comme terroriste. C'est considéré comme terroriste. Et je pense qu'ils ont mis en place toutes les mesures. Maintenant, pour terminer, moi je crois que quand le pouvoir d'Assimi Goïta est arrivé, il a fondé ses actes sur 3 idéologies. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix stratégique et des choix de partenaires, et le dernier, c'est la défense des intérêts du peuple. Et quand vous prenez ces 3 aspects, je crois quand même que c'est dans cette logique. Et quand vous voyez le Premier ministre, le ministre donc de la coopération des affaires étrangères, tout cela ne font que parler de ça. Donc je crois que la logique, elle est là et c'est la garantie pour Assimi Goïta de pouvoir rendre au Mali sa souveraineté. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.